Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation. Je reçois aujourd'hui Marco Bertolini. Marco, peux-tu te présenter ? Bien, donc je m'appelle Marco Bertolini et puis je suis formateur depuis, je n'ose même plus dire depuis quand. Et depuis une quinzaine d'années maintenant, je pratique le mind mapping et donc je propose effectivement qu'on en parle aujourd'hui. Eh bien écoute, je suis tout oui parce que étant adepte et étant curieux un petit peu de réfléchir à mes pratiques, j'ai hâte d'entendre ce que tu as à me dire. En fait, ce que j'aimerais qu'on partage aujourd'hui, c'est d'abord voir un peu ce qu'est le mind mapping et ce qu'il n'est pas, parce qu'il y a pas mal de mythes qui circulent autour du mind mapping, des neuromythes essentiellement. Et puis, si tu veux, j'aimerais bien qu'on parle aussi un peu des applications. On voit un peu quels sont les principes qui font que ça fonctionne ou pas, et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça finalement. Et moi je l'utilise, je vais pas dire que je fais le café avec, je pense que c'est une des rares activités pour lesquelles je n'utilise pas de mind mapping, mais pour le reste, dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, je l'utilise vraiment abondamment. Très bien. Eh bien écoute, je suis tout oui là. Voilà, alors mind mapping, c'est une discipline. Donc mind mapping, ça veut dire carte mentale, carte de l'esprit, littéralement. Et ça a été synthétisé par un psychologue anglais qui s'appelait Tony Buzan, qui a eu une émission sur le cerveau à la BBC, ce qui fait qu'il a profité un peu de cette émission, pas plus qu'un peu, pour vulgariser cette technique. En fait, je dis qu'il l'a synthétisée parce qu'il n'en est pas vraiment l'inventeur. La technique de dessin en arbre existe depuis très très longtemps. On la trouve même dans des textes médiévaux, et notamment dans les ouvrages de Raymond Lull. Alors Raymond Lull, il faut faire attention parce qu'il y a eu deux Raymond Lull. Le vrai, qui était un philosophe catalan qui a écrit de nombreux ouvrages pré-scientifiques, et notamment il a fait toute une classification des sciences connues à son époque, et c'est sous forme d'arbre, et pour moi c'est vraiment une mind map. Et Ok. si on va dans d'autres cultures, il y a aussi des schémas tibétains qui ressemblent très fort à des mind maps. Si vous regardez par exemple Hotelet et La Fontaine qui ont créé un premier Internet, c'était en Belgique dans les années 30. Évidemment, il n'y avait pas d'Internet tel qu'on le connaît maintenant, mais ils ont essayé de créer une base de connaissances universelles et, sous forme de fiches. Donc, c'était des fiches cartonnées. Ils ont fait plusieurs millions de fiches de ce type. Et pour s'y retrouver dans leurs fiches, ils ont dessiné des schémas. Et quand on regarde les schémas qu'ils ont dessinés pour s'y retrouver dans leur immense base de données, qu'est-ce qu'ils ont dessiné? Des mind maps. Donc, c'est finalement un type de dessin qui vient assez naturellement, je veux dire. Et un autre exemple, c'est celui de Darwin. Donc, Darwin, tout le monde sait qu'il était à l'origine de la théorie de l'évolution. Et en fait, la théorie de l'évolution est sortie vers les années 1850, si mes souvenirs sont bons. Et bien avant ça, en 39, donc le jeune Darwin était de retour d'un long voyage avec un navire qui s'appelait le Beagle. Et il était engagé comme naturaliste dans une expédition qui faisait vraiment pas le tour du monde, mais en tout cas un tour assez extraordinaire en Amérique du Sud, dans l'océan Pacifique, etc. Et il prenait des notes dans des carnets. Et dans un de ces carnets, il évoque pour la première fois cette théorie. Et c'est assez intéressant de voir que dans ce carnet, il est d'abord I think, je pense, et puis il y a un blanc. Et là, on voit vraiment l'hésitation du jeune naturaliste. Et puis il y a une mind map. Autrement dit, pour pouvoir formuler cette théorie de l'évolution, il a d'abord dû la dessiner. Et quand on la regarde, c'est vraiment un dessin de mind map, avec effectivement un centre, et puis on voit comment les différentes
espèces se différencient par branche, sous-branche, etc. Et donc, on a affaire. Donc, je crois que le mind mapping, réellement, alors il a été formalisé, synthétisé par Tony Buzan, mais je pense que c'est un type de schéma qui accompagne l'humanité depuis un certain temps. Et donc, je pense que si on faisait des fouilles et des recherches précises là-dessus, on trouverait probablement d'autres dessins de personnages célèbres ou de personnages moins connus, mais qui prouvent qu'effectivement, quand on veut formaliser quelque chose, quand on veut explorer quelque chose qui est difficilement verbalisable, qui est difficile à concevoir, ben, le dicton populaire le dit bien, hein, une image vaut 1000 mots, et je pense qu'un schéma bien structuré vaut franchement 1000 images, quoi. Ça, c'est très clair. Alors, dans le mind mapping, pourquoi ça fonctionne? Alors, il y a eu des théories plus ou moins scientifiques et surtout moins que plus. Notamment, il y a celle qui est toujours très populaire, d'ailleurs, on voit encore plein d'images circuler là-dessus avec cerveau gauche, cerveau droit. Le cerveau droit serait celui des mathématiques, de la logique, des chiffres, de la rigueur, et le cerveau gauche serait le cerveau artistique, celui des couleurs, des courbes, de l'intuition, etc. Il y a juste un problème avec ça, c'est que depuis qu'on a inventé l'imagerie médicale, et ça fait quand même quelques décennies maintenant, et bien sur les millions de cerveaux qui ont été examinés, il n'y en a pas un seul qui fonctionne comme ça. Donc on peut supposer que cette théorie n'est pas tout à fait fondée. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a effectivement une spécialisation, mais très relative, des lobes cérébraux. Et donc, par exemple, le siège de la parole se trouve dans l'aire de Broca, qui normalement est dans le cerveau droit. Chez 25% des gauchers, l'aire de la parole se retrouve dans l'hémisphère gauche. Mais chez 75% des gauchers, elle est aussi dans l'hémisphère droit. Donc on peut avoir des spécialisations, mais ce qu'on remarque, c'est que même quand une zone, comme la zone de Broca, qui est la zone du langage, par exemple, une des zones du langage est activée, elle n'est jamais activée isolément. Elle est activée toujours en connexion avec le reste du cerveau. Pourquoi? Parce que quand on ne parle pas uniquement avec la bouche, mais on parle avec tout ce qu'on est. Autrement dit, avec notre histoire, nos valeurs, notre vision du monde, etc. Et donc tout ça est toujours interconnecté en permanence. Et donc j'en profite pour casser un autre neuromythe. On ne travaille pas avec 10% de notre cerveau. Notre cerveau travaille en permanence de manière globale. Et donc on ne va pas développer les 90% de cerveau qui nous manquent dans les prochaines décennies. Donc désolé si je casse un peu l'ambiance dans les chaumières, mais je pense qu'il vaut mieux revenir à des choses mesurables, il y a des choses incontestables. Alors, dans ces choses incontestables, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le fait que quand on dessine une mind map, vous dessinez en fait une structure qui a l'air totalement libre. En fait, c'est tout à fait faux. C'est une structure extrêmement hiérarchisée. L'idée principale est au centre de la page. Alors, on met la page en format paysage. Pourquoi? Parce que notre angle de vue est latéral. Nos deux yeux sont placés sur une ligne horizontale. Autrement dit, notre angle de vue, il est beaucoup plus développé sur les côtés que vers le haut. Vous pouvez faire une petite expérience. Vous placez votre pouce, vous tendez le bras, vous placez votre pouce en face de votre nez et vous allez le plus loin possible avec votre bras sur le côté. Bien, sans bouger la tête, du coin de l'œil, vous pouvez toujours apercevoir votre pouce. Essayez de faire ça en l'air, c'est impossible. Pourquoi? Parce que votre champ visuel est beaucoup plus étendu sur les côtés que vers le haut ou vers le bas. Eh bien, la mind map va utiliser cette propriété-là pour étendre la mind map sur une page en mode paysage, pour qu'on puisse avoir vraiment d'un coup d'œil une vue globale sur l'ensemble de la problématique qu'on va explorer. Et donc, je disais, on part du centre, et plus on est proche du centre, plus on est dans les idées principales, dans tout ce qui est vraiment primordial, dans tout ce qui est important, et plus on s'écarte de ce centre avec les branches, plus on est dans le secondaire, plus on est dans le détail. Et je pense sincèrement que le fait de passer de cette vue globale à une vue très en détail dans les toutes petites branches, et puis remonter de façon en escalier, donc des plus petites branches, puis jusqu'aux plus grandes, cet aller-retour fait que finalement on a une vision à la fois globale et en détail.
Et ça, on l'a rarement. En général, soit on a, même dans un cours à l'école, ben, on a soit un survol d'un problème, soit on le regarde en détail. Et il y a des personnes qui fonctionnent aussi comme ça. Moi, j'ai tendance à survoler. Et quand je fais un baccalauréat de bibliothécaire. En général, je n'ose pas l'avouer, mais bon, tant pis, je l'avoue là aujourd'hui. J'ai un baccalauréat de bibliothécaire. Et quand je faisais ces études-là, j'étais avec un ami, on était dans la même classe. Lui, c'est quelqu'un d'hyper méticuleux. Et moi, j'étais quelqu'un qui a tendance à survoler. Et quand on étudiait ensemble, c'était génial. Parce que moi, je le tirais en avant. Et lui, de temps en temps, il me retenait et il me disait, attends, parce que là, il y a des détails importants, il faut qu'on regarde ensemble. Et en fonctionnant de cette manière-là, ben, on a réussi tous les deux. Eh bien, je pense qu'avec une mind map, on arrive à faire ça tout seul. Parce qu'on passe de la vue globale, on arrive dans les détails, et puis chaque détail peut être examiné à part, mais en même temps, il peut être examiné en relation avec le reste, et en relation par rapport au centre important. Et donc, on a continuellement une espèce de boussole qui nous indique ça, c'est ce qui est important, mais à partir de ce qui est important, tu peux aller visiter n'importe quel détail et vice-versa. Je ne sais pas si je suis très, très clair, parce qu'en fait, on parle d'outils visuels en podcast, donc c'est un peu de la haute voltige ce qu'on fait là aujourd'hui, Laurent. Oui, en vérité, c'est bien s'imaginer une carte avec un centre, des branches et des sous-éléments, et bien se dire, voilà, j'ai une représentation qui peut facilement se focuser, aller réellement dans le détail, moi ce que j'appelle avoir la tête dans le guidon. Et à un moment donné, quand on a la tête dans le guidon, on est là, on se dit, mais ce qu'on est en train de faire n'a de sens que si c'est rattaché à un tout. Et là, ça permet de visualiser si on est bien rattaché à ce tout, justement. Ce tout qui est le centre de la mind map. Exactement. Et donc, en gestion de projet, par exemple, ça te permet de mesurer en permanence là où tu en es. Exactement. Et peut-être quelque chose qui est important, c'est que la mind map ne nous sert pas que à nous. La mind map est un énorme outil de communication pour expliquer aux autres. Collaboration aussi. Et tu veux nous en parler un peu de ces éléments-là? Oui, mais avant de parler de la collaboration, j'aimerais revenir sur la construction de la mind map. Oui. Alors, moi, quand j'ai eu une découverte de la mind map assez bizarre, enfin, une double découverte. La première, c'était j'ai fait une partie de mes études, j'ai étudié l'histoire de l'art avec Open University en Angleterre. Et quand tu démarres tes études avec Open University, on te donne un manuel qui est extrêmement bien fait, d'ailleurs, avec des conseils pour étudier, etc. Et dans ces conseils, il y avait notamment utiliser des mind maps pour prendre des notes. Et ces mind maps, en fait, c'était des schémas en noir et blanc, sans images, sans couleurs. Et moi, en regardant ça, je me suis dit, mais ça ressemble à des araignées. Et moi, franchement, j'ai jamais eu de problème de prise de notes, donc bon, ben, et je suis vraiment passé à côté. Je ne l'ai pas utilisé du tout pendant ces études. Et puis un jour, j'ai travaillé pour une entreprise pour laquelle j'étais formateur avec des demandeurs d'emploi. Et cette entreprise nous a fait un des plus beaux cadeaux que j'ai jamais reçus de ma vie. C'est une formation en mind mapping. Et là, par contre, j'ai vu ce que c'était le vrai mind mapping, c'est-à-dire des cartes mentales qui utilisent non seulement cette structure assez géniale dont on vient de parler, qui te permet de passer de la vision globale au détail, mais qui utilisent aussi des couleurs, des images, des pictos, des relations, des nuages, etc. Alors, pourquoi est-ce que j'ai trouvé ça génial? Parce que là, j'ai vraiment compris tout le sens qu'on pouvait injecter dans cet outil et qui permet par la suite de mémoriser, de comprendre, de communiquer, de présenter, de structurer, etc. Alors ces fameuses couleurs, donc les branches d'abord, parlons d'abord des branches. Alors les branches, elles sont organiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les branches qui sont près du centre, elles sont plus grosses, et plus on s'éloigne du centre, plus les branches deviennent minces. Exactement comme un arbre. Si vous regardez un chêne, vous avez le tronc, et puis vous avez les premières branches qui sont massives, et puis finalement, au bout de ces branches, vous avez une brindille avec une feuille. Là, une mind map, c'est pareil. Une mind map bien faite, en tout cas, devrait avoir des branches qui sont organiques. Et puis, vous avez des couleurs. Alors, pourquoi des couleurs? Vous allez me dire, ça fait joli. Oui, ça fait joli, sauf que je vous renvoie vers un autre exemple, un autre outil qui fait appel à la couleur aussi, de la même manière que les mind maps, c'est l'infographie.
Et il y a des infographies, par exemple, qui sont divisées en deux colonnes. Vous avez une colonne rouge, une colonne verte, par exemple. Dans la colonne rouge, vous avez toute une série d'éléments qui se rapportent, disons, à la technique. Et à la colonne de droite, vous avez tous les éléments qui se rapportent au niveau émotionnel. Eh bien, vous savez, d'un coup d'œil, vous savez exactement que dans cette colonne-là, vous allez trouver les éléments techniques et dans l'autre colonne, les éléments émotionnels. Et visuellement, on a déjà fait un premier tri. Eh bien, les mind maps, c'est pareil. Vous savez très bien que dans la branche rouge, il y aura tel truc, dans la branche bleue, il y aura tel autre, dans la branche verte, vous aurez autre chose. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de relation entre les choses qui se trouvent sur une branche avec les autres. Mais dans ce cas-là, on peut, par exemple, alors on peut se créer sa propre grammaire, son propre vocabulaire visuel. Moi, par exemple, quand je fais une mind map, la branche rouge, je la réserve à mes objectifs. Et en général, je dessine une cible sur cette branche-là pour me rappeler que ce sont les objectifs. La branche bleue, ça va être plutôt les ressources que je vais utiliser. La branche verte, ce sera plutôt tout ce qui est communication, émotion, etc. Vous voyez, et donc je sais que quand je fais une mind map, avant même de lire ce qu'il y a sur la branche, je sais très bien que ma branche rouge, ça va être une branche objectif. Qu'est-ce que je veux faire? À quoi je veux parvenir? Qu'est-ce que je vais être capable ou qu'est-ce que mes apprenants vont être capables de faire au terme de la formation, etc. Et donc on se crée soi-même un vocabulaire visuel. Alors les images, elles ne sont pas là par hasard non plus. Et je pense que ça, c'est un des points forts du mind mapping, mais c'est aussi un des points forts, encore une fois, des infographies, c'est qu'on associe des mots. Or, les mots, on sait qu'ils sont compris à travers notre cerveau le plus récent, qui est le cortex préfrontal, c'est-à-dire le siège de tout ce qui est logique, c'est le siège de l'organisation, de la structure, etc. Et puis tout ce qui est image et couleur va être interprété par une autre partie du cerveau qui est beaucoup plus ancienne, qu'on appelle le cerveau limbique, et qui, lui, est associé à deux fonctions extrêmement importantes, qui sont d'une part les émotions. Dans le système limbique, on trouve par exemple les amygdales. Alors les amygdales, c'est quoi? Ça ressemble à deux petits haricots, et en fait, ce sont les déclencheurs des émotions. Donc si vous avez peur en voyant une araignée, ou si vous êtes très heureux de voir votre amoureux, c'est dans les amygdales que ça se passe, et dans le système limbique. Mais c'est aussi le siège de la mémoire. Et ce qui explique aussi que on mémorise très très bien ce qui nous touche au niveau émotionnel. Quelle est la femme qui va oublier le moment où elle a donné naissance à son premier enfant? Aucune, à moins d'avoir une dégénérescence du cerveau liée à un Alzheimer profond, etc. Mais sinon, dans un cerveau normal, c'est une émotion tellement forte que vous ne pouvez pas l'oublier. Mieux que ça, quand vous y pensez, vous ressentez de nouveau les émotions que vous ressentiez à l'époque. Eh bien, dans une mind map, on va utiliser les couleurs et les images pour déclencher des émotions et aussi pour associer, donc pour renforcer la mémorisation à travers ces émotions. Alors, on va ajouter aussi des pictos qui vont venir expliciter certaines branches. On va ajouter ce que j'ai appelé des relations, c'est-à-dire une flèche, par exemple, qui part. Imaginons que dans ma branche bleue ressources, eh bien, dans ma branche verte, il y a quelqu'un, là, un spécialiste de cette ressource, eh bien, je vais faire une flèche depuis la ressource sur la branche bleue vers la personne qui est sur la branche verte. Pour ne pas oublier, tiens, cette personne, c'est un spécialiste de cette ressource. Quand je vais mettre ma formation en route, je vais lui demander d'intervenir sur cette partie-là. On peut avoir aussi des nuages. Alors, les nuages, qu'est-ce que c'est? Sur une branche de votre mind map, il y a une partie particulièrement intéressante ou bien il y a une partie sur laquelle vous aimeriez avoir une discussion avec vos collaborateurs. Et là, vous allez dessiner un nuage autour de la branche. Alors, le problème, c'est que les débutants, au départ, ils mettent des nuages partout. Ce qui fait que, d'abord, ça brouille le message. Et puis ensuite, on ne sait plus très bien ce qui est important et ce qui l'est moins. Donc, utilisez vraiment les nuages quand vous voulez montrer une priorité. Quand vous avez quelque chose de vraiment important pour vous ou pour votre public, mettez-le dans un nuage, qu'on sache effectivement, tiens là, il y a quelque chose d'important, allons voir ce qui se passe. Et voilà. Et donc, tous ces éléments font qu'il y a un codage multiple de l'information dans la carte. Un codage d'abord par la situation sur la carte. Il faut savoir que nous avons une mémoire. Quand on dit j'ai une mauvaise mémoire, en fait, on transmet un message totalement inutile. Parce que nous avons tellement de mémoires différentes qui fonctionnent ensemble, qui font
qui forment un système plus ou moins harmonieux. Quand je dis plus ou moins harmonieux, parce qu'on a tous, à un moment donné, des... Ah, zut, j'oublie le nom. Ah, je travaille avec cette personne pendant des années, je n'arrive plus à retenir son nom. Ou bien comment s'appelait encore ce village où on a passé nos vacances, etc. Et donc, on a parfois ce qu'on appelle des trous de mémoire. Et c'est souvent parce que deux mémoires ne fonctionnent pas ensemble, ou bien parce qu'effectivement, on n'a pas codé cette information de plusieurs façons. Alors, avec une mind map, quand on code une information de plusieurs façons, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Eh bien, on crée de nouvelles synapses, on crée de nouvelles liaisons entre les neurones dans le cerveau quand on apprend quelque chose de neuf. Si vous apprenez un nouveau mot, imaginons que vous êtes un apprenant d'anglais, un étudiant d'anglais, et vous apprenez un nouveau mot, et vous vous contentez de retenir uniquement le mot. Ben, il y a de fortes chances que la semaine prochaine, vous l'ayez déjà oublié. Si par contre, ce mot, vous l'associez à un contexte, vous le mettez dans une phrase qui fait sens, vous augmentez déjà la possibilité de le rappeler. Si vous ajoutez une image à cette phrase, si vous ajoutez une couleur à cette phrase, et si vous mettez cette phrase sur une branche spécifique de votre mind map, et ça fait autant de codages différents qui vont faire que vous allez créer autant de nouvelles connexions différentes dans votre cerveau. Et donc, vous avez beaucoup plus de chances de vous en souvenir que si vous ne codez que d'une seule façon. Et vous allez faire appel aussi, par le mot, aux fonctions cognitives liées au cortex préfrontal, donc tout ce qui est logique, structure, organisation, et en même temps, tout ce qui est image, picto, couleur, va relier à la partie du cerveau qui gère à la fois la mémorisation et les émotions. Et donc, vous vous donnez beaucoup plus de chances de mémoriser quelque chose par cette manière-là. Et surtout, et là, je vais vous donner un secret, surtout si la mind map, c'est vous qui la faites, avec votre propre codage, et avec vos propres mots, avec vos propres images. Ça fait plus de 12 ans maintenant, 12-13 ans donc ça fait 15 ans que je fais de la mind map, ça fait 12 ou 13 ans que je fais des formations en mind mapping, je n'ai jamais vu la même carte, j'ai jamais vu deux cartes identiques. Or, dans mes formations, j'utilise toujours les mêmes sujets en introduction. Bon, par exemple, je fais faire une carte sur moi, qui je suis, et puis après, je fais faire des cartes de projet sur le même projet, et bien je n'ai jamais eu deux fois la même carte. Pourquoi? Parce que chacun vient avec sa propre histoire, ses propres valeurs, ses propres représentations, son propre dictionnaire d'images, de pictos, les significations qu'on attache aux couleurs, etc. J'ai travaillé avec des Français, des Italiens, des Belges, j'ai travaillé avec des Saoudiens. Si vous mentionnez la couleur verte à des Français, des Italiens, des Belges, ils vont vous parler d'écologie, ils vont vous parler de la nature. Vous présentez la même couleur à des Saoudiens, ils vont vous parler de leur drapeau, ils vont vous parler de la Mecque, ils vont vous parler du Coran, parce que le vert est la couleur de l'islam. Autrement dit, les couleurs ne sont pas un message universel, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elles sont vraiment porteuses d'un message culturel. Et donc chacun d'entre nous, au sein de cette culture de la société, nous avons aussi notre propre culture qui a notre histoire, notre environnement familial, notre environnement quand nous avons fait nos études, notre environnement professionnel, les médias qui nous bombardent d'images, de sons, de couleurs tout au long de la journée. Et donc avec tout ça, chacun d'entre nous forge sa grammaire personnelle de couleurs, de cordes, etc. Et ça se retrouve vraiment dans les mind maps. Donc la mind map, c'est un peu comme quand vous allez chez le psychanalyste et que vous déballez toute votre vie, vous déballez toutes les dimensions de votre vie. Eh bien, quand vous faites une mind map, vous déballez aussi, non pas votre histoire personnelle, mais en tout cas votre grammaire personnelle, votre vision du monde personnel, votre Weltanschauung, comme disent les philosophes allemands. Voilà. Donc, je vais faire un petit peu mon intéressant sur la dernière phrase, mais... Écoute, c'est superbe parce que justement, je m'interrogeais sur la pertinence de la couleur. Et puis, quand je regardais moi d'autres mind maps, je me disais, tiens, c'est bizarre cette couleur. Et là, maintenant, je comprends mieux qu'elle est interprétée dans la dimension de l'autre, mais c'est surtout dans le cas où moi je vais réaliser mes mind maps que naturellement, effectivement, on n'y réfléchit pas. On associe des couleurs à des intentions, je vais dire. Oui, tout à Hein, fait. des choses qui font sens. Et je me retrouve beaucoup dans la dimension émotion-mémorisation, hein, puisque là, quand même, c'est quelque chose qui, d'un point de vue cognitif, est quand même, contrairement au cerveau droit et cerveau gauche, quelque chose qui a été relativement vérifié quand même. Vérifier, valider.
Et moi, j'ai utilisé aussi, quand je faisais des ateliers pour les ados, maintenant j'hésite à les faire parce que j'ai l'air d'être leur grand-père. Et, euh, mais je leur faisais faire la méthode des Loki. Donc, cette fameuse méthode qui associe un lieu avec mémorisation. Et donc, on était en général une douzaine. Je voulais pas être plus parce que pour la qualité pédagogique, au-delà de 12, quand tu fais des trucs aussi personnels, ça devient difficile. Oui. Et donc, il y en avait bien un qui allait avoir son anniversaire, soit ce jour-là, soit un jour, une semaine avant, une semaine après. Et donc, je dis, ben, OK, on va faire une fête de ton anniversaire et on va demander à chacun d'apporter quelque chose. Et on va faire une liste de 25 cadeaux ou objets qu'on va apporter pour ton anniversaire. Et donc, là-dedans, ben, il y avait chaque fois, ben, moi, j'apporte du champagne, moi, j'apporte des chips, machin. Et moi, je commençais. Donc, j'étais toujours le premier à faire le premier Loki pour leur montrer comment ça fonctionnait. Et je leur demandais, tu as une boîte aux lettres chez toi? Oui, bien sûr. OK, elle se situe où? À l'extérieur? Ou, ah ben non, elle est accrochée à la porte, il faut mettre le courrier. Je dis, OK. Alors moi, pour ton anniversaire, j'apporte un saumon. Mais mon saumon, il est toujours vivant. Je le mets dans ta boîte aux lettres. Et le saumon, il s'agite dans ta boîte aux lettres. T'entends le clac de sa queue contre le bois de la boîte aux lettres. Et en plus, tu sens bien qu'il y a comme une odeur de poisson qui sort de ta boîte aux lettres, etc. Et puis, on faisait ça sur 25 objets. Et à chaque objet, on associait un coin de sa maison. Donc, on commence par la boîte aux lettres, et puis il y a les marches qui conduisent au seuil, puis il y a la porte, et puis il y a le corridor à l'entrée, puis il y a le salon, la salle à manger, les chambres, la salle de bain. Et donc, on place des objets dans différents endroits, et de préférence dans des endroits où ils n'ont rien à faire. Par exemple, ils disaient, ah, ben, on va faire de la musique, donc on va mettre la radio. Je dis, non, ne mettez pas la radio. Faites un orchestre de Schtroumpf et mettez-le dans le four. Et vous dites au Schtroumpf, attention, à la moindre fausse note, hop, j'allume le gaz. Eh bien, ça, vous ne l'oublierez jamais, parce que les Schtroumpfs, ils n'ont rien à faire dans le four. Et bon, la menace de les cuire, évidemment, émotionnellement, c'est très fort. Eh bien, je leur faisais visiter leur maison en faisant penser à la liste comme ça, et au bout de 10 minutes, ils connaissaient la liste, et ils étaient capables de me la réciter à l'endroit, à l'envers. Et il y a des jeunes que j'ai revus parfois 2-3 ans après, et qui me disaient, tu sais, ta liste, je la connais encore, hein. Et ils me les sortaient, et il leur manquait un ou deux objets, quoi, 2-3 ans plus tard. Et donc, je leur disais, mais transposez ça dans vos études. Quand vous avez des trucs, des listes, quand on vous demande d'étudier toutes les aires géologiques depuis le précambrien jusqu'au tertiaire, à utiliser cette méthode-là, et jamais, jamais plus vous ne l'oublierez, quoi. Tu vois, c'est marrant ce que tu dis. J'ai échangé avec ma fille qui est à la fac. Bon, ils ont beaucoup de choses à retenir. Et moi, j'appelais ça le palais de la connaissance. Oui, une des appellations, oui, tout à fait. Et du coup, j'ai fait ça avec elle le week-end dernier. Ah ben voilà. Alors, moi, j'ai pas été assez malin pour lui donner des éléments qui soient encore plus forts sur l'ancrage. Moi, j'ai pas mis un orchestre de Schtroumpf dans le four. En vérité, j'ai été très conventionnel. J'ai choisi un objet qu'elle connaissait parfaitement et une association par objet. Mais je retiens l'idée de créer justement ce déséquilibre cognitif qui fait que le fait est marquant. Écoute, j'ai un ami qui a mémorisé les 1500 décimales de pi. Et il a utilisé, c'est un fan de Mario Bros. Et il a utilisé une des dernières versions de Mario Bros. Et donc, chaque nombre est associé à un personnage. Et donc, d'abord, de 0 à 9, c'est un personnage à chaque fois. Mais c'est un personnage de sa vie réelle. Ah oui. Et par exemple, il a fait une thèse sur les sciences cognitives, justement. Et il a eu une personne dans son jury qui était infâme, et il l'a prise vraiment parce qu'il a eu une émotion mais négative à son sujet, et donc il l'a prise. Donc tu vois, il a pris des relations émotionnelles très fortes, et il a placé chacun de ses personnages dans une scène de Mario Bros. Et il est passé à France Inter, je crois qu'il y a 2 ans, parce que bon, il ne le croyait pas, quoi. Il est arrivé là, il leur a récité. Bon, ils ont dû s'arrêter un moment parce que c'était trop long, et ça aurait dépassé franchement le temps de l'émission, mais il n'a pas fait une seule erreur sur le temps qu'ils lui ont laissé, quoi. Mais évidemment, il faut de l'entraînement, hein. Il y a d'ailleurs mais c'est Tony Buzan, l'inventeur de la mind map, qui a créé le championnat du monde de la mémoire. Et il y a pas mal de Français d'ailleurs qui sont allés et qui sont bien défendus. Et qui d'ailleurs sont champions du monde. Il y en a quelques-uns, ouais, effectivement. Oui, bien sûr, oui. Et de très jeunes. Un des derniers, c'est un jeune Singapourien, je crois qu'il avait
14 ans, 14-15 ans, et c'était assez hallucinant de ce qu'il avait pu retenir. Parce que ce qu'on leur fait faire, c'est pas de la petite bière, hein. Et en plus, ça dure la journée. Donc à la fin de la journée, à mon avis, ils rentrent chez eux en ambulance tellement ils sont épuisés. Enfin, ils ont le cerveau dans la glacière et eux courent après l'ambulance. Il y a des trucs terribles. Il y a Tony Buzan qui était en train de promouvoir aussi une hygiène de vie, se coucher tôt, manger sainement, etc. Et je pense je sais plus si c'est double ou triple champion du monde. C'est un gars super sympa, son nom m'échappe, comme quoi on peut faire de la mind map et avoir des trous de mémoire. Et ce gars se bourrait de hamburgers et de bière avant d'aller au... C'était un Anglais. Et en fait, il avait juste une formation d'aide comptable. Et maintenant, grâce à la popularité qu'il a gagnée, il est formateur en mémorisation. Ça vous étonnera pas beaucoup. Mais lui, enfiler 3-4 hamburgers et deux bières avant d'aller faire le test pour le championnat du monde. Il a besoin de, comment dire, de produits qui font le lien. Hein, c'est délirant, là. Mais en tout cas, c'était assez fascinant. On le voit aussi. Mais par exemple, dans les tests, on vous donne un jeu de cartes, on vous montre un jeu de cartes, et on vous le montre. Quand je dis on vous le montre, on ne passe pas une demi-heure par carte. Hein, c'est 3 secondes par carte maximum. Et vous mémorisez, et puis on vous donne un jeu de cartes, et vous devez le remettre dans l'ordre qu'on vous a présenté. Et lui a fait ça sur un jeu de 54 cartes, si mes souvenirs sont bons, en moins de 24 secondes. Donc c'est moins d'une seconde par carte, quoi. Tu t'imagines ? Et tout était dans l'ordre, hein, vraiment pas une erreur. Donc on a effectivement des facultés mémorielles dont on s'occupe très très peu. Et il faut savoir que tout ça n'est pas dû au hasard. En fait, si tu regardes, moi je suis un fan d'anciens manuscrits, et j'ai une chance énorme, c'est qu'ici à Bruxelles, on a le musée de la Bibliothèque nationale a hérité des manuscrits et des livres, des premiers livres des comtes de Bourgogne. Et donc, ils ont une collection unique au monde de 600 manuscrits vraiment exceptionnels. Et donc, je vais souvent jeter un coup d'œil, enfin, plus qu'un coup d'œil, je passe des heures là-bas, en fait. Et si tu regardes les manuscrits médiévaux, ils sont bourrés d'images. Et je parlais de Raymond Lull tout à l'heure, qui illustrait ces traités scientifiques. Il y a énormément d'illustrations, y compris de schémas en arbre, etc. Et puis, si tu vas à l'université maintenant et que tu fais des petits Mickey dans ta thèse, tu es pris pour un martien. Alors, tout ça ne part pas de nulle part. En fait, c'est un philosophe français qui, au XVIe siècle, c'était un philosophe protestant. C'était Pierre de la Ramée, qui est un philosophe protestant. Et donc, vous savez qu'il y a eu 9 guerres de religion en France. Et à la suite de ces guerres de religion, et les protestants, qui étaient des gens en général cultivés, se sont investis énormément dans les sciences, et notamment en pédagogie. Et Pierre de la Ramée est un des premiers pédagogues modernes. Et évidemment, c'était un iconoclaste. Donc, il refusait absolument l'utilisation des images qu'il considérait comme d'une idolâtrie, etc. Et donc, dans ses livres de pédagogie, il a banni systématiquement toutes les images. Et en fait, la pratique universitaire de passer uniquement par le texte et de bannir les images, de bannir les couleurs, c'est pas une question scientifique. Au départ, c'est une question religieuse, mais qu'on n'a pas encore tout à fait évacuée, parce que j'ai accompagné des étudiants, et notamment des étudiants d'université. Et il y a quelques années, j'avais une étudiante qui a fait un mémoire de sciences sociales, et avec elle, j'ai fait une carte conceptuelle. Donc, on parlera un peu plus tard des cartes conceptuelles. Et j'avais mis des couleurs, mais vraiment très discrètes. C'était un gris bleu, un violet, mais presque éteint. Enfin, des couleurs très, très discrètes, parce que je me suis dit, bon, dans un mémoire, si je commence à mettre des couleurs vives, là, ils vont hurler. Mais ils ont hurlé de toute façon. Ouais, c'est ça. Ça montre à quel point on est encore, même dans les milieux académiques, on est encore figé sur des schémas, et les gens ne savent plus qu'en fait, ce ne sont pas des schémas scientifiques, ce sont des schémas religieux. Et donc, il est peut-être temps de se débarrasser de ces épouvantails et de revenir à des techniques de mémorisation qui étaient populaires lors du Moyen-Âge. Bon, on parle par exemple de Giordano Bruno, qui a été brûlé, le pauvre malheureux, sur la place de Trèves. Et on a jeté ses cendres dans le Tibre. Et en fait, Giordano Bruno était un spécialiste de techniques de mémorisation. Il
il a inventé lui-même toute une série de techniques de mémorisation, de codage, etc. Et donc, on l'a brûlé parce qu'il a parlé de la pluralité des mondes, parce qu'il a voulu inventer une nouvelle religion basée sur la mécanique, etc. Or, à l'époque, la mécanique était encore considérée comme une branche de la magie. Et en plus, dans un de ses écrits, il a traité le pape d'âne. Donc, je pense que c'est le mélange de tout ça qui a fait qu'il s'est retrouvé sur le bûcher, et pas uniquement la pluralité des mondes. Mais en tout cas, il a travaillé aussi beaucoup sur la mémorisation, mais tout ça s'est perdu. Tout ça s'est perdu jusqu'à à peu près le milieu du XXe siècle, où on a commencé à s'intéresser de nouveau au Moyen Âge, parce que si vous regardez les textes jusqu'à Victor Hugo est un des grands esprits qui ont remis le Moyen Âge à l'honneur, et notamment avec Notre-Dame, avec d'autres récits. C'est lui aussi qui a mis à l'honneur Shakespeare en France. Si vous lisez les textes de Voltaire sur Shakespeare, pour lui, Shakespeare, c'est une abomination. Et en fait, Victor Hugo a restauré l'image en tout cas, a contribué à restaurer l'image du Moyen-Âge. Et c'est comme ça qu'à la moitié du XXe siècle, donc de Victor Hugo à la moitié du XXe siècle, vous imaginez le temps qu'il a fallu pour que tout ça, toutes ces idées se diffusent dans la société. Et à partir de là, on a commencé effectivement à redécouvrir, tiens, finalement, les gens du Moyen-Âge n'étaient pas les sinistres abrutis gothiques qu'on considérait auparavant, c'était des gens qui avaient déjà travaillé sur les sciences, notamment il y a Roger Bacon, donc pas Francis Bacon, mais Roger Bacon, dont d'ailleurs Umberto Eco s'est inspiré pour son moine dans le nom de la rose, qui est un scientifique. Donc au XIIIe siècle, il y a déjà une première renaissance où on voit fleurir les mathématiques, etc. Et donc on redécouvre maintenant tous ces esprits du Moyen-Âge et on se rend compte qu'en fait, ils avaient déjà des systèmes extrêmement élaborés de réflexion sur les sciences. Les lunettes ont été inventées aussi au XIIIe siècle, donc à la même période. Donc ça veut dire qu'on a eu une période vraiment bouillonnante au Moyen-Âge. C'est pas juste une grande période obscure comme on l'a cru pendant longtemps. Et donc maintenant, on est en train de redécouvrir toute cette partie de sciences, mais aussi d'art et de techniques de mémorisation, etc., on avait complètement occulté. Et cette fameuse méthode d'Eloquie, on la connaît parce que Cicéron, dans son livre De Oratore, et donc de l'orateur, nous parle d'un fameux Siméon de Cos qui aurait inventé cette méthode. Donc tout ça ne part pas de rien, tout ça ne vient pas de tomber du ciel. Ce sont des techniques qui existent depuis, à mon avis, depuis plusieurs millénaires. Alors pourquoi je dis depuis plusieurs millénaires? Parce que, imaginez un peu l'Iliade et l'Odyssée. Vous imaginez le nombre de vers qu'il y a dans l'Iliade et l'Odyssée? Bien, l'Iliade et l'Odyssée ont été écrits, on pense, vers le 8e siècle avant Jésus-Christ. Mais en fait, c'est un peu comme les sagas nordiques. Ce sont des histoires qui ont circulé tout autour de la Méditerranée, au moins depuis 3000 avant Jésus-Christ. Mais tous ces gens-là ne savaient pas écrire, et donc ils ont mémorisé. C'est comme l'espèce de barde indien qui récitait le Mahabharata Gita. Le Mahabharata Gita, c'est 10 000 vers. Il y a aussi des jeunes qui mémorisent le Coran. Chaque année, en Égypte, il y a un concours mondial de récitation du Coran. Et vous avez des jeunes qui ont 13-14 ans qui viennent nous réciter c'est presque du chant d'ailleurs, c'est mélodique, etc. Et donc, ça veut dire que... Et j'ai interrogé d'ailleurs des Saoudiens qui m'ont dit, oui, mais dans notre famille, il y a une tradition de mémorisation. Il m'a expliqué ces techniques de mémorisation. Elles sont très proches des techniques de mémorisation qu'on utilise en mind mapping ou dans les Loki. Et donc, ça veut dire que toutes ces techniques, on les a un peu perdues chez nous pendant quelques siècles. Et on est en train de les redécouvrir. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les milieux académiques sont prêts à les accepter à bras ouverts. Mais enfin, je vois que ça se diffuse quand même beaucoup dans les écoles, etc. Malheureusement, dans certains cas, c'est associé aussi avec des concepts qui viennent de l'ésotérisme, etc. Donc, je vois des gens qui associent le mind mapping au chamanisme, etc. Je pense que ça ne rend pas du tout service à la discipline. Oui, il y a toujours des dérives, quoi. Oui, malheureusement. Et c'est vrai que c'est tentant, passer du mind mapping au mandala. Alors, le mandala, on peut effectivement lui associer là aussi des valeurs religieuses, etc. Mais je pense qu'il y a d'autres choses derrière les mandalas que les Tibétains nous ont peut-être pas encore tout à fait révélées. Mais je sais que je ne suis pas un spécialiste, mais je sais que dans les cultures asiatiques et notamment dans la culture tibétaine,
il y a aussi des techniques de mémorisation et des techniques de schématisation qui n'ont pas l'air très éloignées de ce qu'on fait avec le mind mapping. Donc, c'est pas une technique isolée qui est née comme ça, boum, chez Buzan. Lui, il l'a vraiment synthétisé, reformalisé et rediffusé. Et merci à Tony Buzan d'avoir remis tout ça à l'honneur. Mais ce sont des techniques qui existent depuis extrêmement longtemps. Ok. Je ne suis pas en train d'anesthésier tous les auditeurs avec mes histoires de... Non, parce qu'on a besoin, pour comprendre les choses, on a besoin de savoir comment elles s'ancrent dans notre univers, Ouais, de notre culture. personnel. Mhm. Mais donc, y a pas, en vérité, il n'y a pas de hasard quoi, dans ces choses-là. Et c'est ce qui me conforte en tout cas dans l'idée que le mind mapping est partie intégrante de nous. En fait, moi, ce que je trouve assez extraordinaire dans le mind mapping, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de mind map identique. C'est vraiment une projection de l'esprit de la personne au moment où elle le dessine. Parce que moi-même, j'ai fait plusieurs mind maps sur le même thème, et quand je les compare, il y a toujours bien un truc ou l'autre qui diffère. Pourquoi? Parce que entre les deux mind maps, j'ai appris de nouvelles choses, ou bien mon point de vue a pu changer sur certaines choses, parce que j'évolue aussi. Et puis, le monde autour de moi évolue aussi. Et donc, tout ça fait que notre esprit n'est pas quelque chose de figé à tout jamais. Je pense qu'il y a aussi un truc qui m'intéresse beaucoup. C'est les études qui ont été faites sur ce que les anglo-saxons appellent le mindset, c'est-à-dire votre état d'esprit et votre état d'esprit par rapport à votre propre développement, par rapport à la connaissance, par rapport à ce que vous êtes capable de faire. Et on se rend compte, il y a eu de nombreuses études qui sont parues récemment à ce sujet, qu'en fait, si vous avez un état d'esprit ouvert, qui accepte le fait que vous êtes une personne qui peut évoluer, qui peut apprendre des choses, qui peut encore... Moi, j'ai 62 ans, j'aurai bientôt 63. J'ai encore plein de projets. Je suis inscrit à 2 MOOC là en même temps. Et j'ai encore envie de découvrir plein de choses. Il y a d'autres personnes, par contre, qui se disent, voilà, mon esprit est fait comme ça ne changera plus jamais, je ne peux plus rien apprendre, je ne peux plus entreprendre de nouvelles choses, etc. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément chez les personnes les plus âgées qu'on trouve ce genre d'état d'esprit figé, mais on trouve aussi chez les jeunes. Moi, j'avais un formateur qui m'a dit, moi, ce qui me désole le plus, c'est quand je rencontre des jeunes vieux. Il y a des vieux qui ont déjà une mentalité de moi, j'ai plus de projets, qui sont déjà blasés. Ils ont 20 ans, mais ils sont déjà fatigués du monde. Quoi. Je trouve ça dommage. Moi, comme je disais, j'ai 62 ans et je suis vraiment curieux, assoiffé de nouvelles connaissances, de nouvelles découvertes, de nouvelles relations, etc. Donc, et je pense que c'est très important quand on veut réussir quelque chose, quand on veut aller de l'avant. Alors, quand je dis réussir quelque chose, c'est pas avoir une Rolex à 50 ans et avoir un compte en banque en Suisse. C'est simplement avoir des projets. Et ces projets, ça peut être des projets altruistes, ça peut être des projets d'association, ça peut être des projets comme mon ami Pierre Mongin, il fait du mind mapping. Enfin, il ne dort jamais quasiment, Pierre. Je ne sais pas combien d'heures il dort, mais ça ne doit pas être bien lourd. Et là, il travaille bénévolement au Sénégal, à Madagascar, etc. Donc pour moi, ce sont des projets qui ont la même valeur pour la personne et pour d'autres qu'un projet d'entreprise. Pour moi, un projet personnel, ça a autant de valeur qu'un projet d'entreprise. Et un projet d'entreprise qui engage une seule personne aux 10 000, pour moi, c'est un projet valable, c'est un projet d'humain, c'est un projet qui apporte quelque chose à la communauté, à l'humanité. Donc, pour moi, ça se vaut. Et je pense que cet état d'esprit, ça peut aussi effectivement faire avancer les choses, faire avancer les gens. Et si on pouvait faire passer le message aujourd'hui que ne restez pas fermés, ne croyez pas que vous n'êtes pas capable d'eux, je pense qu'à partir du moment, et je crois que tu me contrediras pas Laurent, ou alors je te connais vraiment mal, mais à partir du moment où on met les gens dans des conditions de confiance, on leur donne la liberté et les outils, ils peuvent faire des choses extraordinaires. Oui. Chose d'important que moi j'ai appris à travers les écrits de Carl Rogers, c'est cette capacité à croire en l'autre de façon inconditionnelle. Tout à fait. Et c'est vrai. Et je pense que pour un formateur, en plus, c'est particulièrement important parce qu'on se rend très peu compte de l'effet Pygmalion qu'on peut avoir. Oui, Donc, cette impuissance apprise qu'on va induire chez l'autre. Et donc, Pygmalion, pour rappel, c'est un sculpteur qui tombe amoureux de sa statue. Et ici, on a l'effet Pygmalion, c'est quand, par exemple, vous êtes un formateur
et vous avez une influence énorme sur les personnes avec qui vous avez cette relation pédagogique. Et même inconsciemment, on peut envoyer des messages du genre, de toute façon, tu n'y arriveras pas, c'est pas pour toi, c'est trop technique, t'as jamais rien foutu de ta vie, on voit pas pourquoi tout d'un coup. Et je vois parfois dans certaines institutions, et je n'en nommerai pas ici, et c'est pas forcément toute l'institution, mais ça peut être un formateur dans une institution qui renvoie ce genre de message. Et moi, j'ai travaillé vraiment avec des publics fragilisés, des jeunes qui sortaient de tôle, des jeunes sans abri, etc., des migrants, des demandeurs d'asile. Et il faut faire très attention aux messages que ce sont des personnes qui sont déjà fragilisées. Si vous projetez un message négatif comme celui-là, vous allez les achever, quoi. C'était pas la peine qu'ils viennent chez nous si c'était pour vous faire achever par un formateur. Et donc, il faut effectivement, moi, quand je commence une formation avec les gens, j'ai toujours en tête que ils vont se surprendre eux-mêmes à la fin de la formation par ce qu'ils sont capables de faire, parce que je crois vraiment en eux et je leur donne les outils. Alors, il y a une chose aussi, on en a déjà parlé lors du dernier podcast qu'on a fait ensemble, et moi, je ne crois pas qu'on enseigne. Je pense que les gens apprennent. Et donc, il faut leur donner les conditions d'apprendre, il faut les mettre en confiance, et à partir de là, ils peuvent se surprendre et vous surprendre. Et pour moi, c'est la meilleure des récompenses, c'est quand je vois quelqu'un qui est arrivé un petit peu cassé, un petit peu pas bien dans sa peau, et puis qui repart en disant, voilà, Et une formation, pour moi, c'est pas juste un truc où on apprend des choses, c'est une opportunité de rencontre, mais aussi de rencontre avec soi-même et d'opportunité d'évoluer, de changer son point de vue, de grandir, tout simplement. C'est totalement ça. La formation ne se limite pas aux enseignements. En vérité, il n'y a pas de limite. C'est l'environnement, c'est mon développement personnel dans l'environnement, c'est qu'est-ce que je deviens, vers quoi je tends. Et c'est bien au-delà. Oui, tout à fait. Et pour nous, la prise en compte inconditionnelle de la personne, cette centration sur la personne, plus que sur l'apprenant, nous permet justement d'aller effleurer, parce que là je parle pour nous, dans notre dans ce qu'on va suggérer, on va effleurer, mais en effleurant, les gens, eux, vont voir les portes qui s'ouvrent à eux parce que c'est dans leur dimension à eux. Et c'est très important de permettre cela. Dis-moi, Marco, concrètement, en tant que formateur, j'ai compris maintenant ce qu'étaient les mind maps. Comment je vais les utiliser? Parle-nous Écoute, un déjà, petit peu de tout ça là. ce dont on vient de parler déjà, le fait de pouvoir aider des gens à grandir, etc. Bien, moi j'ai remarqué une chose, et puis j'ai eu une discussion avec une autre mind mappeuse qui m'a fait une réflexion un jour. Mais la mind map, c'est un diagramme centré, et ça permet aussi aux gens de se recentrer. Et donc, quand tu fais une mind map sur toi, sur tes projets, sur ce que tu as envie de faire, sur ce que tu es, eh bien, ça t'aide déjà à te situer toi-même par rapport au monde qui t'entoure, par rapport à tes propres objectifs, par rapport aux obstacles peut-être que tu vas rencontrer. Ça te permet aussi de voir beaucoup plus clair. Donc, on parlait de grandir et de se prendre en main et d'apprendre des choses. Eh bien, la mind map que tu centres sur toi-même te permet déjà de faire ça. Alors, il nous arrive à tous d'avoir un coup de blues, moi comme les autres, moi peut-être plus que les autres d'ailleurs parfois. Et il y a un truc qui fonctionne très très bien. J'ai fait un article là-dessus. Enfin, j'ai fait tellement d'articles qu'à la limite, je ne sais plus de quoi je peux parler sans dire j'ai fait un article là-dessus. Et j'ai fait un article sur la carte de gratitude. Alors, la carte de gratitude, qu'est-ce que c'est? Quand vous avez vraiment un coup de blues, quand vous commencez à déprimer, le problème du cerveau, c'est qu'il ne peut gérer qu'une émotion à la fois. Le système limbique, je vous l'ai dit, c'est un système très ancien du cerveau, c'est un système très primitif, et il ne peut gérer vraiment qu'une émotion à la fois. Et quand vous êtes dans une période de blues, vos émotions sont négatives. Et le système limbique, il a tendance à tourner sur lui-même. Et donc, si vous êtes dans les sentiments négatifs, vous avez beaucoup de chances de développer une spirale négative. C'est-à-dire que votre cerveau limbique, il va tourner autour de cette conception négative tout le temps. Et qu'est-ce qu'il faut pour ramener quelque chose de positif? Eh bien, il faut casser net ces spirales négatives et l'inverser et amener une spirale positive. Alors, vous allez me dire, oui, merci Marco, c'est bien gentil ton conseil, mais on fait comment? Eh bien, la carte de gratitude va vous permettre de le faire. Pourquoi? Parce que vous allez dessiner une carte
avec au centre, je remercie, et vos branches, vous allez faire vos branches sur des événements positifs qui vous sont arrivés au cours de la semaine passée ou au cours du mois passé. Et vous allez vous concentrer uniquement sur les événements positifs. Et vous allez dessiner, et de préférence à la main, vous allez dessiner une carte avec toutes les couleurs que vous voulez, avec le plus de dessins possible, etc. Ça va vous prendre, si vous êtes débutant, ça va vous prendre plus d'une demi-heure, et tant mieux. Pourquoi? Parce que pendant plus d'une demi-heure, vous vous serez concentré uniquement sur des messages positifs, sur des choses positives qui vous sont arrivées. Vous les aurez codés de multiples façons avec les mots, les couleurs, les images, les pictos, etc. Et ben, quand vous avez fini votre mind map, vous vous rendez compte que vous êtes de nouveau dans une spirale positive. Pourquoi? Parce que pendant plus d'une demi-heure, vous avez obligé votre cerveau à se concentrer sur le positif. Et là, il est plus en mesure de se concentrer sur le négatif. Alors, ça ne va pas durer éternellement. Mais comme vous êtes de nouveau dans une spirale positive, continuez sur cette spirale-là. À partir du moment où vous avez fait ça, je vous assure on se sent nettement mieux. Et directement après, commencez à bosser sur vos projets, commencez à bosser, allez voir peut-être quelqu'un que vous n'avez plus vu depuis un moment, ou passez-lui un coup de fil, etc. Et raccrochez vos wagons à des actions positives après ça. Et vous allez voir, ça fait un bien fou. Je vois vraiment ici le lien avec un travail que je fais moi souvent sur ce que j'appelle le geste mental. Mhm. C'est-à-dire, on peut prendre possession de son organisation mentale. Et ce que tu viens de décrire, c'en est vraiment une vraie façon de focuser, Ouais, hein, tout à et fait. de changer la posture et le geste mental. Mhm. Ça, c'est génial, ça. Et alors, bon, je te disais, je travaillais aussi beaucoup avec des jeunes, enfin des jeunes et des moins jeunes, mais j'ai eu quelques groupes de 18-25 où vraiment j'avais des cas lourds, des gens qui sortaient de tôle. Il y en a un d'ailleurs qui est retourné pas loin, Ah, malheureusement, et un autre qui lui s'en est sorti alors que lui il avait une peine, enfin oui, il avait commis un truc vraiment atroce. Et, moi, franchement, j'étais épaté par son parcours après, quoi, parce qu'il s'est vraiment inséré. Il a oui. rompu complètement avec son passé, enfin, c'était assez magique. Et pour travailler avec eux, ce sont des personnes qui en général ont un vocabulaire assez limité, parce qu'ils n'ont pas été très scolarisés, qui ont peu l'habitude de réfléchir sur eux-mêmes. Et donc, ce que je faisais, j'utilisais des mind maps. Et par exemple, pour faire leur CV, genre, j'avais un manuel avec un tas de grilles absolument atroces que je n'ai jamais montré. Ils l'ont jamais vu d'ailleurs, parce que je ne voulais vraiment pas distribuer ce truc. Et donc, je faisais tout par carte mentale ou par dessin, ou j'utilisais, je sais pas si tu connais le block tree de Pip Wilson. C'est Non, un je connais arbre pas dans ça. lequel il y a des... Comment? Non, je connais pas ça. C'est un arbre dans lequel il y a toute une série de personnages. On les appelle des blobs parce ils sont assez informes, ils n'ont pas de visage, ils ont juste deux yeux et une bouche. Mais ils sont à différentes postures sur l'arbre. Et certains seront... il y en a un qui est couché dans l'herbe à l'écart de l'arbre. Il y en a un autre qui se balance avec une corde. Et puis les autres sont dans l'arbre dans des postures plus ou moins positives. Et en fait, ça permet... une fois par semaine, je passais dans le groupe avec ça et je leur demandais, tiens, dans cet arbre, quel personnage es-tu? Et donc, ils me disaient, moi, je suis celui-là dans l'herbe parce que cette semaine, je suis vraiment pas concentré, j'ai des problèmes à la maison et donc je suis vraiment pas dans le groupe cette semaine. Mais ça me donnait une indication et puis je disais, écoute, on peut se voir 5 minutes après le truc, puisque tu as l'air d'avoir des problèmes. Et puis, un autre qui disait, au milieu de l'arbre, il y a une plateforme et tu vois deux gars qui se tiennent par l'épaule. Alors, tu en as un qui me dit, moi, je suis un de ces deux-là parce qu'avec Patrick, c'est devenu mon pote, on bosse ensemble sur notre projet, c'est génial, je me sens nettement mieux. Ou un autre qui me disait, moi, j'ai des difficultés, il me montrait quelqu'un qui s'agrippait au tronc, j'ai encore des difficultés, mais je sens que je progresse. Et donc, le fait d'avoir ces personnages, ça permet vraiment, même à des personnes peu scolarisées, de verbaliser. Et j'ai fait ça avec des ingénieurs de chez Philips aux Pays-Bas, ça marchait de la même manière. Donc, et ça permet aussi vraiment de se projeter dans un personnage et de verbaliser les émotions. Et donc, j'utilisais ce type d'outils. Et puis, j'utilisais aussi les cartes mentales, notamment quand je leur demandais quelles sont vos qualités. Là, tu avais un grand silence. Et donc, ce que je faisais, c'était de leur dire, écoutez, on va travailler sur les qualités aujourd'hui. On va faire une mind map avec les différentes qualités. Alors là, ça sortait. Ponctuel, ok. Gentil. Bon, est-ce que c'est une qualité, ça? Et puis, ils confondaient allègrement qualité et compétences. Donc, on a fait deux mind maps séparées, une avec les qualités, une avec les compétences.
Les qualités, c'est je suis. Les compétences, c'est je suis capable de faire. Et donc, je veux dire, une qualité, c'est je suis, donc c'est plus permanent. Une compétence, c'est je suis capable de faire dans telle et telle condition. Par exemple, je suis capable de taper une lettre avec Word 95. Ben là, c'est foutu. Là, t'es un dinosaure, donc ta compétence, il faut la remettre à jour. Tu vois, on parlait de choses comme celle-là. Et sur les qualités, par exemple, je leur faisais faire une mind map, on faisait une mind map collective, j'avais 18, 20 qualités, et à ce moment-là, je leur demandais de réfléchir eux-mêmes à leurs propres qualités, de les noter, et puis je demandais aux autres, donc je leur demandais de présenter leurs propres qualités aux autres, ils disaient aux autres, vous êtes d'accord avec ça? Les autres disaient, oui, mais elle a oublié qu'elle est sympa, elle sourit tout le temps. Et l'autre disait, ah, mais celui-là, il a oublié que le matin, il est toujours là le premier, il est toujours le dernier à repartir, etc. Et donc là, ça générait des tonnes de choses que je n'aurais jamais eues sans faire ce mind map collective avec eux, quoi, tu vois. D'accord. Alors ça, c'est pour la partie animation de formation, etc. Et puis, il y a aussi toute la partie conception. Et donc, tous mes scénarios pédagogiques, je les fais sur une mind map. Et je ne me vois vraiment plus les faire autrement. Parce que quand je fais la mind map, je commence mon truc avec voilà, mes objectifs. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent être capables de faire au terme de cette séquence? De quelles ressources j'ai besoin, etc. Et puis j'avance, et puis je me rends compte que ah ben tiens, cet objectif-là, il est mal formulé. Je reviens, je reformule mon objectif, je reviens. Mais du coup, comme j'ai reformulé mon objectif, j'aurais peut-être besoin d'une autre ressource, tu vois. Et alors, l'avantage, c'est que c'est pas linéaire. Si je commence à écrire sur une feuille de papier, voilà mes objectifs, puis mes ressources, les personnes à qui je peux faire appel pour intervenir, les séquences que je vais leur demander de faire en ligne ou hors ligne, les trucs que je vais leur demander d'aller faire peut-être dans leur voisinage, etc. Si je fais ça de manière linéaire, c'est très difficile de revenir dans les paragraphes précédents et de corriger les trucs. Par contre, si c'est sur une mind map, c'est pas linéaire du tout. Tout est étalé sous mes yeux en étoile. Et à ce moment-là, je passe d'une branche de l'étoile à une autre sans problème. Et je peux modifier comme ça ma mind map. Et maintenant, on a des outils numériques, on a des mind maps numériques. Moi, j'utilise beaucoup Mindomo. Avant, j'utilisais beaucoup Xmind. Mais en collaboration, j'aime bien travailler avec Mindomo parce que c'est un système qui a été créé d'office en ligne. Et donc, il est extrêmement souple en ligne. Et puis, il y a des outils pédagogiques dans cet outil-là que je ne retrouve pas ailleurs. Notamment, on peut créer des classes avec Mindomo. Et donc, si tu travailles en ligne, eh bien, tu peux lier ton Mindomo avec ton LMS et tu peux assigner des travaux sous forme de mind map à ta classe. Et Ouais. donc, les gens font leur mind map, ils te la renvoient automatiquement, etc. Et donc, j'utilise ce genre de truc. Et donc là, ça me permet non seulement de créer la structure de mes formations, mais quand ma structure est faite, j'exporte tout ça vers Word et ma proposition de formation est déjà structurée. Il ne me reste plus qu'à remplir les blancs entre les titres, puisque mes branches forment mes titres, mes sous-titres, etc. Et dans les logiciels récents, que ce soit Xmind, Mindomo, MindMeister ou d'autres, on peut inclure des notes. Et si tu tapes du texte dans les notes, et quand tu exportes vers Word, automatiquement, ces notes sont placées comme texte suivi en dessous de tes titres. Donc tes branches deviennent des titres, des sous-titres, mais tes notes sont le texte qui sont directement derrière tes sous-titres. Ça me fait gagner un temps de dingue si je dois faire une proposition commerciale, une propale. Eh ben, c'est pas très difficile, je fais ma mind map, etc. Une fois que c'est bien construit, hop, j'exporte vers Word, je fais mes finitions et je gagne un temps absolument précieux. Et je suis certain que ma propale est structurée de manière compréhensible pour moi, mais surtout compréhensible pour la personne à qui je l'envoie. Ouais, ça, c'est un élément important. De bien penser que l'exploitation de la mind map dans un flux de travail aujourd'hui est facilitée et comme tu le dis très bien, que ce soit dans un univers Windows ou dans un univers Mac, moi je travaille sous Mac, Mhm. j'utilise MyNode et Mhm. automatiquement j'ai des capacités d'export qui vont me faire, je peux le transformer en to-do list. Mhm, tout à fait. Si c'est des tâches à réaliser, toi, je peux faire une mind map sur une organisation et il faut que je prépare. Mais je peux aussi l'envoyer sous forme de texte. Là, j'utilise un format qui s'appelle le Markdown, un Mhm. format assez universel. Ouais. Et là, à ce moment-là, j'ai toute la structure de ma formation, de mon cours, de ma séquence, de ce que tu veux, qui s'autogénère. Et Mhm. ça, c'est super intéressant. Il faut penser aujourd'hui à cette capacité qu'a la mind map d'automatiquement venir transposer de façon hiérarchique. Et alors, à ce moment-là,
on passe d'une vision globale à une vision de logique, comment on dit là, alignée de haut en bas là, Linéaire. voilà, qui suit. Et, et il est très difficile de penser de façon linéaire. Voilà, c'était le mot linéaire que je cherchais. Et d'ailleurs, j'avais observé ça, c'est les gens qui écrivaient, qui veulent écrire des choses, les gens qui écrivent dans Word. Bien, les gens qui veulent vraiment écrire, par exemple moi qui écris, j'utilise un autre outil qui s'appelle Scrivener. Ah oui. Et Scrivener, c'est la capacité d'écrire des scènes, des séquences à des moments, parce que tu commences pas à écrire un livre ou à écrire une série d'informations par je commence à A, je finis à Z. En vérité, tu es toujours dans cette dimension. C'est B là que j'ai à l'esprit, hop, c'est H. Je suis parti, je me suis lancé là-dessus. Et tout d'un coup, on a à côté la possibilité de réorganiser tout ça. Et justement, la liberté de ne pas l'écrire de façon linéaire. Et ça, c'est super. Et on voulait en parler de Scrivener parce que on a écrit un bouquin, on est en train de finaliser la dernière édition que j'aurais dû finir d'ailleurs il y a un moment, mais je traîne vraiment, j'ai du mal à revenir dans ce bouquin. Et en fait, on l'a écrit à 3. Moi, j'habite Bruxelles à l'époque, Pierre Lille et Félix Lyon. Et donc, et on s'est vu physiquement une fois pendant toute la rédaction du livre. Tout le reste, on l'a fait via une mind map Mindomo, mind map collaborative en ligne, et via quelques conférences Zoom. Et donc tout le reste a été donc fait à distance, quoi. Et si tu utilises Scrivener, une bonne nouvelle pour les gens qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer dans la création d'un livre, c'est que aussi bien Mindomo que Xmind et MindMeister, par exemple, permettent d'exporter en OPML, qui est un format d'échange entre mindmaps. Et ce format OPML, il est récupérable directement dans Scrivener. Donc, si par exemple, tu fais la structure de ton bouquin sous forme de mind map, tu es content de ta mouture, eh bien, tu l'exportes en format OPML, tu la récupères directement dans Scrivener, et Scrivener va la transformer en plan de bouquin Scrivener. Exactement. Et ce qui est riche aussi, c'est qu'une fois que tu es dans Scrivener, tu peux déplacer les cartes des différents chapitres. Si par exemple tu te dis, tiens, ce serait plus logique que le chapitre 3 vienne avant le chapitre 2, tu déplaces ta carte et c'est fait, quoi. Oui, et puis ça peut être aussi dans ton arc narratif, tu Ouais. pourrais très bien, comme dans un film, montrer la scène finale où le gars plante le couteau dans l'autre et un espèce de retour en arrière je sais plus comment ils appellent ça là, je me souviens plus du nom, qui tout ça a commencé le mardi 12, tu vois. Et du coup, il y a bien cette possibilité de ramener la scène de fin au début. Ouais, c'est excellent ça. Oui, tout à fait. Et je connais d'ailleurs une romancière belge qui utilise les mind maps non seulement pour créer la structure du livre, mais aussi pour créer les personnages. Parce que là, elle peut carrément créer non seulement leur généalogie, mais aussi ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, les trucs qui leur sont arrivés, etc., les relations avec d'autres personnages. Enfin, elle me dit, ça m'aide vraiment à m'immerger dans le personnage et à le vivre en moi, quoi, tu vois. Ah oui, c'est ça. C'est ça, en vérité, elle se projette complètement dedans. Ouais. Elle devient. Et alors, en parlant d'export, il y a aussi tous les exports possibles vers... allez, vers Excel. Voilà, j'ai oublié le nom du software. Et, par exemple, pour la gestion de projet, dans tous ces systèmes que je viens de citer, on peut effectivement faire de la gestion de projet. Et par exemple, ajouter des collaborateurs et ajouter des missions, des dates limites, des dates butoirs, notamment si tu n'as pas... Imaginons que tu crées un livre, à un moment donné, il faut le remettre à l'illustrateur. Si tu ne le remets pas à la bonne date, l'illustrateur ne peut pas commencer. C'est ça. Donc, tu peux exporter ta mind map sous forme c'est un peu un Gantt. De fichier Excel, ou tu peux l'exporter sous forme de fichier de Gantt, effectivement, de diagramme de Gantt. Et, quand on a fait l'application Bonjour France pour les réfugiés ukrainiens avec Bibliothèques sans frontières, pour la dernière ligne droite pour le lancement, je fais tout le projet de lancement sous forme de mind map. Enfin, je fais une ligne du temps en réalité, puisque ces logiciels permettent de faire non seulement des mind maps, mais aussi des cartes conceptuelles, des lignes du temps, des diagrammes, des organigrammes, etc.
Et donc là, j'avais fait une ligne du temps, j'avais inscrit les noms de tous les intervenants, et avec, je décris la mission de chacun, avec les deadlines, etc. Et puis, j'ai converti ça en diagramme de Gantt, et j'ai envoyé le tout à mes collaborateurs, et tout c'est. Et ce qui est génial aussi, c'est que quand ils ont fini leur tâche, ils peuvent cocher. S'ils ont fini à l'avance, ils peuvent cocher, et donc le suivant sait que la tâche est faite. Et donc, quand une tâche est marquée, le suivant, tout le monde reçoit Une notification. une notification par email en disant voilà, la tâche est terminée, donc si vous voulez prendre le relais, allez-y. Ouais, c'est bien. Donc, c'est une manière de travailler assez géniale, quoi. Ça s'inscrit totalement dans une dimension de productivité. Ah oui, tout à fait. Et ce qui est intéressant, ce que je retiens aussi dans ce que tu as dit, c'est que aujourd'hui, bien sûr, on parle de mind map dans la retranscription de notre monde de la formation, mais les mind maps, c'est partout si on veut. Hein. Et toi, tu l'as dit, c'est dans ma vie perso, dans ma vie pro. Et il faut pas hésiter à utiliser ça. Hein. C'est important. Moi, je vois pour mes filles, les plus petites, enfin les plus petites qui sont grandes maintenant, je les ai toujours accompagnées au devoir en leur disant on va dessiner une mind map. Elles ont très très vite compris Ah oui, mais leur intérêt. les ados, ils entrent là-dedans à une vitesse assez impressionnante. Et du coup, c'était intéressant parce que on voyait au fur et à mesure qu'elles s'appropriaient la mind map, c'est devenu le cours. Notre travail à nous, c'était d'abord de transformer ce qu'elles avaient à apprendre en mind map. C'est quoi les points importants? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Et puis après, on avait des questions, hein, les questions du cours, les questions auxquelles elles devaient répondre sur leur cahier. Et automatiquement, quand elles se lisaient la question, elles retrouvaient la réponse organisée dans la mind map. Donc, j'ai pu observer, moi, que lorsqu'elles avaient des exercices, par exemple, où elles avaient à apprendre quelque chose et qu'il fallait le restituer lors d'un petit contrôle en retour, elles ont très très vite eu des excellents résultats sans faire d'efforts. Et du coup, elles adoraient ça. C'est assez marrant aussi de voir comment, alors du côté, alors je vais dire moi du côté enseignant par rapport à mes enfants, mais surtout du côté apprenant, comment ils s'approprient. Le plus fort, c'est ça. C'est comment ils comprennent que c'est bien pour eux. Voilà, et je peux dire aujourd'hui, pour ma fille, une de mes filles qui est à l'université, c'est un outil quotidien. Elle est passée des notes Cornell, où dans la note Cornell, on lui disait tu prends ton cours, sur la partie de gauche, pardon, tu notes les éléments clés. Tiens, le cours, ce ne serait pas la partie centrale. Les éléments clés ne seraient-ils pas les branches? Et en bas, la capacité de faire soi-même un résumé avec ces mots. Et là, on retrouve ce que tu disais tout à l'heure, mes couleurs, mes pictos, ce que moi je ressens, mon émotion d'apprentissage. Et dans ce petit texte-là, le petit texte de fin, c'est ce qu'elle résume par une mind map à la fin. Et là, elle a des systèmes d'ancrage qui sont très très forts, hein. Très très forts. Ah oui, tout à fait. Voilà. Et moi, j'ai publié pas mal aussi sur les activités qu'on peut faire en formation avec les cartes mentales. En fait, la limite, c'est l'imagination de celui qui l'a fait. Hein. T'aurais un exemple là de ce qui peut être fait, vite fait pour nos auditeurs? Par exemple, si tu demandes aux personnes de faire une présentation, ils peuvent la structurer avec une mind map. Pour les travaux de groupe aussi, ça les aide beaucoup à structurer comment ils vont faire une présentation, comment ils vont argumenter, etc. Et donc, il y a aussi ce qu'on appelle les cartes argumentaires. Donc, ils sont là un autre objet visuel, un autre outil visuel, qui sont dérivés des cartes conceptuelles dont on n'a pas encore parlé. Alors, il faut faire attention parce que dans les dénominations, alors c'est vrai qu'on a tout fait pour qu'il y ait la confusion parce que on parle de cartes mentales, on parle de mind map, on parle aussi de cartes heuristiques et apparemment ce serait la dénomination retenue par l'Académie française. Donc carte heuristique, c'est-à-dire qui vient du verbe grec qui signifie trouver, parce qu'effectivement ça permet de trouver de nouvelles idées, de nouvelles formes, etc. Mais je trouve que c'est un peu limitatif parce que moi je préfère carte mentale. D'abord c'est plus simple, tout le monde comprend. Et puis ça ouvre quand même beaucoup plus le champ des possibles que heuristique qui se limite à trouver quelque chose. Et puis j'ai entendu d'autres trucs comme un schéma autocentré. Là je trouve que c'est extrêmement pédant et que finalement ça n'apporte pas grand-chose.
Et il y a aussi, malheureusement, chez nos amis québécois, on parle de cartes conceptuelles à la fois pour les cartes mentales et pour les cartes conceptuelles, ce qui n'aide pas vraiment à comprendre la différence entre les deux. Or, il y a d'énormes différences entre les deux. Dans la mind map, comme je l'ai dit, on est dans un outil extrêmement hiérarchisé, où tout ce qui est au centre est très important, et puis plus on s'en écarte, plus on entre dans le secondaire, dans le détail, dans l'anecdotique. Dans une carte de type conceptuel, il n'y a pas, enfin, on part pas du centre, on peut partir d'un point, et puis on voit les relations qu'un concept peut avoir avec d'autres. Alors l'avantage des cartes conceptuelles, c'est que ça permet par exemple de décrire des systèmes avec des boucles de rétroaction. Moi j'en avais fait une pour une étudiante, malheureusement cette carte-là je ne l'ai pas encore traduite en français, je devrais le faire pour la publier en français. C'est une carte qui date quand même de quelques années sur comment le gouvernement colombien a essayé de combattre les FARC. Et une des solutions, entre guillemets, qu'ils avaient trouvées, c'était de donner des primes à l'armée chaque fois qu'ils détruisaient un camp de rebelles. Et puis on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il y avait un biais sur ce truc-là. C'est qu'à un moment donné, il n'y avait plus de campements de rebelles. Sauf que l'armée voulait toujours toucher des primes. Et donc qu'est-ce que l'armée a fait? Elle a inventé des campements de rebelles. Et donc, ils se sont déguisés en rebelles et ils ont été piller des villages, attaquer les villageois, etc. Ce qui fait qu'au lieu de satisfaire les villageois, les villageois sont entrés en colère parce qu'ils disent on en a encore plus qu'avant. Et donc là, on peut montrer clairement une boucle de rétroaction. Donc l'intention du gouvernement qui est de réduire le nombre des rebelles, le fait qu'ils donnent une prime, mais qu'en fait la prime alimente la colère des villageois parce que l'armée a saisi l'occasion pour gagner de l'argent. Et donc, ça, avec une mind map, c'est très difficile à montrer. Ou alors, il faut faire des boucles avec des flèches, etc. Et c'est franchement pas très clair. Tandis que dans une concept map, tu vas voir tout de suite là où se trouve la boucle et le cercle vicieux, en fait, puisque c'est un cercle qui alimente non pas la solution, mais le problème. Et en fait, dans une carte, Pierre Mongin, qui est mon partenaire dans pas mal de formations, pas dans la vie courante, hein, je préfère mettre fin à ce qu'on a entendu d'emblée, mais en tout cas, on travaille énormément ensemble. Et lui est vraiment un spécialiste des cartes conceptuelles et il peut montrer des systèmes complets avec ça. Les cartes conceptuelles, ça permet aussi de montrer l'évolution d'un parcours en plusieurs étapes, avec parfois des embranchements. Par exemple, je veux acheter une maison, oui, mais pas au-delà de tel prix, ok, je continue mon embranchement. Là, j'en ai trouvé une, mais elle est trop chère, donc je la classe à gauche, je continue à droite pour en trouver une nouvelle. Et je peux comme ça décrire tout mon cheminement avec les différents obstacles que j'ai rencontrés, par contre, les choses qui ont pu m'influencer positivement, etc. Donc, une carte conceptuelle, ça peut avoir une forme, ça peut avoir des formes extrêmement différentes. Ça peut être linéaire dans le cas d'un parcours, ça peut être systémique quand on décrit par exemple un écosystème. On voit par exemple que si tu as moins de prédateurs, forcément tu vas avoir une prolifération de certains animaux. Si tu n'as pas de prédateurs et que tu introduis des castors, tes castors ils vont devenir une espèce envahissante, ils vont détruire. C'est ce qui se passe en Wallonie pour l'instant. On a introduit des castors, super. Sauf que maintenant on a une invasion de castors, on ne sait plus très bien comment se débarrasser du surplus. Et bien tout ça, tu peux le décrire très facilement avec une carte conceptuelle non linéaire. Donc il montre effectivement les interactions entre les prédateurs, les proies, etc. Et puis il y a les cartes argumentaires qui sont vraiment une spécialité de la carte conceptuelle. Et là, c'est très peu connu en francophonie. Moi, j'ai rencontré ce concept aux Pays-Bas, j'ai vécu aux Pays-Bas. Et là, c'est très utilisé dans les classes secondaires notamment pour apprendre aux jeunes à raisonner de manière logique. Et donc, ce sont des cartes qui permettent déjà de venir avec une thèse. Par exemple, les biocarburants vont résoudre le problème des énergies fossiles. Super. Alors, tu peux mettre comme thèse qui renforce, oui, c'est moins polluant, puisque effectivement, les biocarburants sont produits, par exemple, avec du colza. Mais tu vas introduire une tendance à la monoculture, ce qui peut fragiliser les plantations et donc les rendre beaucoup plus sensibles à des maladies comme le mildiou ou des parasites comme des insectes ou des champignons. Tu vas aussi, à un moment donné, tu vas te focaliser sur des plantes qui rapportent plus que les plantes qui nourrissent la population locale. Donc, à un moment donné, tu peux créer
des famines artificielles. Et puis, quand on dit que c'est moins polluant, ben, il y a des études, cependant, donc ça c'est le mot de liaison, cependant, il y a des études qui montrent que la production de carburant peut être plus polluante que les industries fossiles. Et puis, en dessous, il y a un autre argument, un contre-argument qui dit oui, mais ces études sont contestées parce que la mesurabilité n'est pas fiable. Ouais, et donc, on peut construire tout un raisonnement. Alors là aussi, tu construis la structure de ton raisonnement, et quand c'est fait, que tu es content de ton truc, tu l'exportes vers Word, par exemple. Et là, si tu dois faire Présentation, une par exemple. présentation, ou comment on appelle ça, on ne sait même pas si on fait encore ça dans les écoles, mais Un exposé. c'est pas un exposé, c'est vraiment un exercice de français ou de Ah, une philosophie. dissertation. Voilà, une dissertation, merci. Si tu dois faire une dissertation, ben, tu crées ton plan de dissertation avec ta carte argumentaire. Et quand tu as tous tes arguments qui sont validés et qui tiennent debout, eh ben, tu exportes ça vers Word et la structure de ta disserte est prête. Bon, on voit bien que il y a une universalité, en tout cas, de l'utilisation de toutes ces différentes, entre parenthèses, cartes, hein. Et c'est important de bien rappeler que il faut pas faire de confusion entre la carte conceptuelle et la mind map, parce que Ce sont des usages aussi très différents. Ce sont oui. des conceptions très différentes. Et tu parlais des notes Cornell tout à l'heure, mais en fait, la carte conceptuelle est née dans la même université, figure-toi, à peu près au même moment. Et donc, c'est pas étonnant si effectivement il y a des choses qui se recoupent Ouais, dans les deux systèmes. effectivement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion à nos amis formateurs et formatrices pour les inciter à encore développer leur pratique si c'est le cas, ou la découvrir si ce n'est pas le cas? Mais en fait, vous allez dire, bon, je vends ma soupe, hein, mais en réalité, c'est une espèce d'une part d'accélérateur, parce qu'on gagne, quand on maîtrise, on gagne un temps fou, parce que ça permet effectivement de réfléchir et de structurer énormément de choses, que ce soit une année scolaire, on peut déjà prévoir on peut prévoir par exemple les séquences pédagogiques, etc. qu'on va donner. On peut structurer une leçon, on peut structurer un scénario pédagogique, on peut structurer une présentation, on peut animer des formations ou des cours en classe et là, dans ce cas-là, je vous suggère vraiment de passer par la mind map manuelle. Dans tous les cas, je vous propose vraiment de trouver un formateur qui puisse d'abord vous initier à la carte manuelle. C'est comme l'écriture. Je suis convaincu que quand on apprend à écrire manuellement, il y a des mécanismes cérébraux qui se mettent en place. Ils ne se mettront jamais en place de la même manière si vous apprenez à écrire avec un iPad. J'ai vu des expériences dès la maternelle avec des Apple dans des classes hollandaises. Alors au début, tout le monde était chaud boulette, comme on dit en Belgique, mais ils ont vite déchanté quand ils ont vu la progression d'écriture de ces enfants-là par rapport à ceux qui utilisaient un stylo et une feuille de papier. Donc je vous suggère vraiment de commencer avec des mind maps manuels. Il y a une notion que vous ne devez jamais perdre de vue, que ce soit dans les mind maps en particulier ou dans la formation en général, c'est la notion de plaisir. Faites-vous plaisir. Et donc, dessinez votre carte à votre façon. Moi, j'ai vu des cartes, parfois des trucs très géométriques, avec des formes très angulaires, etc. Et puis d'autres qui étaient de vrais poèmes visuels, avec le même outil, hein. Donc, parfois manuel, parfois... j'ai le souvenir, je donnais un atelier mind mapping à distance dans un MOOC génial qui s'appelait Itipa, Internet tout y est pour apprendre. Et il y a une personne, je ne citerai pas son nom parce que je sais que si je la cite, elle va être vraiment embarrassée, mais elle m'a fait avec Mindomo. Alors Mindomo, tous les autres m'ont fait des cartes plus ou moins traditionnelles, et cette personne-là m'a fait une carte d'une qualité artistique. Moi, je suis tombé de ma chaise en voyant ça. Vraiment, elle avait fait ça sous forme de bulle. Enfin, c'était extraordinaire. On aurait vraiment dit une illustration de science-fiction. Enfin, du point de vue artistique, c'était assez génial, quoi. Donc, si vous avez un petit talent artistique ou un grand, ben, éclatez-vous, faites-vous plaisir. Et si vous n'en avez pas, ben, dites-vous que vous n'êtes pas là pour remplacer Giotto, mais que vous êtes là pour créer votre propre univers. Et donc, allez-y. Si vous dessinez comme moi deux ronds avec des pattes et que ça ressemble à une patate, eh ben, ça ressemble à une patate, mais au moins vous avez dit ce que vous aviez à dire. Et donc, faites-vous plaisir avec ça.
explorer avec les cartes mentales manuelles. Il y a un exercice extrêmement formateur que mon ami Pierre Mongin fait à chaque fois, et je trouve ça assez génial. C'est de vous mettre en face de votre télé avec une feuille de papier et un crayon. Et au moment du journal télévisé, vous savez que le journal télévisé, ce sont de multiples séquences très courtes. Eh bien, choisissez un sujet. Alors, on vous donne comment dire, la table des matières avant de démarrer. On vous donne le programme du journal télévisé. Choisissez un truc qui vous parle et résumez-le au fur et à mesure que on parle au journal télévisé. Résumez-le sur votre carte mentale. Vous allez voir à la fin du truc, parce qu'en général, ça dure de 30 secondes à 1 minute 30 maxi, hein, un sujet. Sauf si, évidemment, vous avez un événement exceptionnel, on fera peut-être 4 minutes. Mais en général, un journal télévisé, un sujet, ça fait entre 30 secondes et 1 minute 30. Et vous allez voir la quantité de choses que vous allez noter sur votre mind map en 1 minute 30. C'est renversant. Et vous allez voir aussi la compréhension que vous en tirez à la fin de l'exercice. Vous allez voir, vous allez vous épater vous-même. J'en mets ma main à couper, donc je prends des risques là. Et vous allez voir, c'est extrêmement formateur. Et dès la première mind map, ça m'a toujours soufflé, c'est que dès la première mind map, vous commencez à trouver votre style. Alors il va évoluer, il va se développer. Mais je vois que certaines personnes font des cartes angulaires très géométriques dès la première, et ils vont continuer à travailler dans ce sens-là. Et mon ami là qui a fait ces cartes artistiques géniales, il continue à faire des cartes qui sont de véritables œuvres d'art et qu'on pourrait franchement encadrer dans une galerie. Et donc chacun trouve son style dès le départ. Et il n'y a pas de bon style, de mauvais style. Il n'y a pas de nombre de branches idéales. Il y a des cartes qui font 2 branches. Et si vous prenez la carte que comment dire, les bâtisseurs vous savez que les buildings qui ont été atomisés Ground Zero pendant le 11 septembre, il y a un projet de reconstruction. Et ce projet de reconstruction, c'est une énorme mind map qui fait 4 mètres de haut. Si vous voulez la voir, elle est exposée au musée d'art moderne à New York. Donc, et c'est une carte qui fait 4 mètres de haut et il y a plus de 10 000 branches dans cette carte. Donc vous voyez qu'on peut passer de 2 branches à 10 000 les deux dans le nez. Enfin, les deux dans le nez, c'est peut-être exagéré, mais en tout cas, il n'y a pas de nombre idéal. C'est une question que les débutants me posent souvent. À combien de branches il faut ma mind map? Ça dépend. Si tu as fait le tour du problème en 2 branches, ben, tu as fait 2 branches, c'est la carte idéale. Si tu as besoin de 150 branches pour faire le tour du problème, eh bien 150 branches, c'est le nombre idéal. Et donc, il ne faut pas avoir peur de se lancer, de comparer. Voyez ce que font les autres. Ne copiez pas, mais inspirez-vous. Vous allez voir que moi, j'échange beaucoup avec mes collègues MindMapper. On a énormément de plaisir à se revoir dans des conférences. Il y a notamment des amis de Bigger Plate qui font souvent des conférences sur le sujet en français, en anglais. Ils font souvent des conférences soit à Paris, soit dans d'autres lieux en Europe. Donc, allez voir ce qu'ils ont à dire, rencontrer d'autres mindmappers. Vous allez voir, il y a des choses étonnantes à découvrir. Je voulais revenir juste sur une petite chose que tu as dit sur l'exercice que donne Pierre Mongin. Pierre Mhm. Mongin, il vous dit donc de choisir un extrait du journal et de créer la mind Ouais. map. Eh bien, je pourrais introduire un autre sujet qu'on développera certainement dans le podcast. Ce premier travail est celui qui va aider le facilitateur graphique, c'est-à-dire accompagner l'apprentissage avec des schémas, avec des dessins, de manière à augmenter la compréhension. Et la première chose à faire, c'est de disséquer le message, garder ce qui est important et illustrer ce qui est important pour que les gens le mémorisent. Mhm. Et là, on est vraiment dans c'est déjà de la facilitation graphique, mais on est vraiment dans des process d'apprentissage qui sont pour les apprenants, dans un premier temps, surprenants, dans un deuxième temps, Mhm. engageants, et dans un troisième temps, ils se l'approprient. Et nous disions tout à l'heure un petit peu en off avec Marco, moi je demande, lorsque l'on fait des activités, qu'ils me dessinent leurs réponses. Et là, on va retrouver bien sûr le je sais pas dessiner que tu m'as dit, hein, le grand Ah oui, classique. Mais dessiner, ça veut dire montrer à l'autre autrement qu'en l'écrivant. Alors effectivement, des fois, il faut un dessin, s'il n'est pas trop univoque, on peut mettre un mot dessous pour le renforcer. Mais c'est un élément fondamental de l'acquisition de nouvelles connaissances ou de nouveaux processus. Parce que si on est capable de le dessiner pour le partager,
eh bien, on est capable de se l'ancrer profondément. Donc, c'est vraiment un outil, si vous voulez aider vos apprenants, communiquer avec eux à travers des cartes mentales, et surtout, demandez-leur de créer des cartes mentales. Vous aurez, comme l'a dit Marco, une représentation unique de leur façon de voir les choses et de la priorisation qu'ils font des choses. C'est un excellent outil d'enseignement. Oui, alors tu parlais justement de dessiner. Il y a un livre qui s'appelle Show Don't Tell. Oui. Donc, montrez, ne racontez pas, ne dites pas, qui montre effectivement qu'avec des dessins très très simples, on peut communiquer des choses extrêmement complexes. Alors, dans ce domaine-là, il y a un de mes amis, Philippe Boukobza, qui fait des choses absolument fabuleuses en matière de sketchnoting, de visualisation, etc. Il fait des trucs. Moi, je suis toujours baba quand je vois. Il vient de sortir un livre d'ailleurs sur la facilitation visuelle. Mais ce que je vous donnerais comme conseil, c'est avant de vous lancer dans le sketchnoting, faites pratiquer la mind map d'abord. Pourquoi ? Parce que la mind map va vous donner une structure qui va vous donner de l'assurance. Parce que passer directement au sketchnoting, je vois parfois des sketchnotes qui sont très chouettes du point de vue du dessin, mais si vous n'avez... Par exemple, il y a des illustrations de réunions ou des illustrations de conférences. J'en ai encore vu une cette semaine où les dessins sont géniaux, mais je n'arrive pas à comprendre la structure de la conférence en regardant le dessin. J'ai vu la même. Et donc, Elle était très belle. Elle était très belle. Ah oui, mais graphiquement, c'est très beau. Mais la facilitation visuelle, c'est pas uniquement l'objectif de la facilitation visuelle, c'est pas de refaire la Joconde, c'est d'expliquer des choses avec un médium qui est le dessin plutôt que l'écriture, ou en tout cas un mélange efficace des deux. Et je pense que si on n'est pas structuré, si on n'est pas très structuré, c'est très difficile de faire du sketchnote qui soit suffisamment structuré. Je suis un obsédé de la structure, je suis désolé, mais pour être significatif ou signifiant pour les autres. Et donc, avant de vous lancer dans ce type d'entreprise, et franchement, je ne vous décourage pas du tout de faire du sketchnoting, mais je suis baba, je vous dis, devant ce que mon ami Philippe Boukobza peut faire. Mais Philippe, c'est quelqu'un d'hyper structuré. Hein. Moi, je le connais depuis 15 ans et je peux vous dire que dans sa tête, c'est organisé comme une bibliothèque. Hein. Donc, lui, il n'a vraiment pas besoin d'appui pour se structurer. Mais si vous débutez, faites quelques mind maps d'abord. Ça va vous donner vraiment un sens de la structure et ça va vous donner aussi confiance pour commencer à faire des petits Mickey. Et puis après, si vous avez envie de vous expliquer uniquement avec des petits Mickey et du texte et laisser tomber les branches, mais au moins vous aurez pris de l'assurance et vous aurez pris de la structure et vous verrez que ça va vous faciliter votre rôle de facilitateur par la suite. Voilà. Très bien. Écoute, Marco, je te remercie. On a passé encore un Moi, moment. Merci de m'avoir offert encore un très beau moment amical comme celui-là. Bien, écoute, le plaisir est partagé. J'ai pu observer que le nombre d'écoutes était très important sur notre précédent podcast et j'en suis ravi parce que ça fait vraiment plaisir aussi, ouais. on essaie de trouver des sujets qui soient au cœur de nos pratiques, hein, qui donnent, comme l'est l'intention de ce podcast, de partager des expériences que les gens peuvent reproduire et s'approprier. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de podcast. Marco, je te remercie encore une fois et je l'espère à très bientôt. À très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir et bonnes écoutes.